Cet anime suit la vie d'un homme nommé Tel. Il en a assez des démons qui affligent sa patrie, l'île Sixtine, et il en a également assez du roi cruel qui dirige la région. Il décide alors de quitter son île pour se renforcer et il marche donc vers le continent principal. Et avec beaucoup d'efforts, il domine le chaos et parvient à créer un blason. Ce blason lui confère des pouvoirs surnaturels et lui confère également le titre de noble. Cependant, même avec le blason, Tel n'est toujours qu'un roturier sans territoire ni allié. Il commence alors à errer sur le continent à la recherche de suffisamment de force pour revenir un jour et sauver sa patrie du chaos. Un jour, son destin change complètement lorsqu'il voit une fille attaquée par un groupe de soldats. Étant un homme juste et courageux, Tel ne tolère pas l'injustice et se précipite pour aider. Il affronte les soldats, affichant ses armoiries pour tenter de les intimider. Cependant, le chef des soldats ne se laisse pas intimider car Tel n'est qu'un noble sans grande réputation et ordonne à ses hommes de l'attaquer. Tel utilise son blason pour enchanter son épée et son armure, puis affronte immédiatement les soldats. Il se bat courageusement même lorsqu'il est en infériorité numérique, parvenant à désarmer et à vaincre ses adversaires un par un. Impressionnée par son courage, la jeune fille qu'il protège se présente comme Siluca, une mage extrêmement talentueuse. Et Siluca explique qu'elle n'a pas besoin d'aide, puisque son garde du corps, Irving, est un surhumain capable d'utiliser le pouvoir du chaos. Curieuse, elle demande à Tel comment il a obtenu son blason. Il explique qu'il a créé ce blason seul pour sauver sa patrie. Siluca est surprise par son potentiel, mais se rend également compte qu'il ne connaît pas grand-chose du monde, alors elle décide de l'aider à devenir plus fort. Ensuite, elle invoque un chien démon à 2 têtes et ordonne à Tel de le vaincre, afin qu'il puisse absorber le chaos et renforcer sa crête. Même s'il avait peur, Tel fixait la créature. Le combat finit par être brutal, Tel étant projeté plusieurs fois, mais au dernier moment, il trouve une ouverture et bat le démon. La main toujours tremblante, il absorbe le chaos libéré par la créature, et ainsi sa crête évolue. Siluca analyse son blason et l'informe qu'il a désormais un pouvoir équivalent à celui d'un chevalier, et qu'il est capable de conclure un contrat avec un mage. Sans lui laisser la possibilité de refuser, Siluca jure fidélité à Tel en tant que mage, et malgré sa confusion, Tel accepte la situation, d'autant plus qu'avoir une sorcière puissante et belle à ses côtés semble être une bonne affaire. Bientôt, Siluca et Tel décident d'affronter un noble local, qui avait envoyé des soldats après elle. Lorsqu'ils arrivent à la forteresse du noble, Siluca exige qu'il remette ses terres et ses armoiries à Tel. Le noble rit en pensant que 3 personnes, puisqu'Irving était avec eux, ne constitueraient pas une grande menace. Cependant, Siluca prévient qu'ils sont plus que suffisants pour le vaincre. Le magicien de la cour du noble, reconnaissant Siluca comme un génie magique, décide rapidement de changer de camp, accusant le noble d'avoir rompu le traité qui interdit les attaques contre les magiciens sans contrat. Il déclare que le noble perdra son titre une fois que l'association des mages découvrira ce qui s'est passé et exige qu'il remette tout à Tel. Furieux, le noble attaque Tel, mais est facilement repoussé. Avant qu'il ne puisse réagir à nouveau, Irving apparaît derrière lui avec un couteau sous la gorge. Le noble terrifié cède et remet son écusson et ses terres à Tel, qui absorbe le chaos de l'écusson sous la direction de Siluca. Tel se sent désolé pour le noble vaincu, mais Siluca lui rappelle qu'il est désormais propriétaire de ce territoire. Préoccupé par la réaction des autres nobles, Tel reçoit le soutien du magicien de la cour, qui lui propose de l'aider dans les négociations avec les voisins. Siluca explique ensuite la situation politique sur le continent. Il s'agit essentiellement de 2 factions, l'Alliance et l'Union, qui sont en guerre depuis longtemps. Mais pour mettre fin au conflit, leurs dirigeants décidèrent de marier leurs enfants et d'unir leurs armoiries, créant ainsi le puissant blason de l'empereur qui pourrait mettre fin au chaos. Cependant, le jour du mariage, le chaos s'est formé sur l'autel et a donné naissance au seigneur démon. Le seigneur démon a tué les chefs des 2 factions en un instant et le mariage a été rompu, ce qui a fini par raviver la guerre entre les groupes. Quelques mois plus tard, Siluca, accompagnée d'Irving, était en route vers un noble pour signer un contrat lorsqu'elle a rencontré Tel et maintenant elle veut qu'il rejoigne l'Union et commence son voyage pour conquérir le continent. Bien que Tel ne comprenne pas entièrement les plans de Siluca, il décide d'accepter car elle lui assure que tout ira bien car elle sera à ses côtés. Et puis, réalisant que Tel n'a pas le profil d'un dirigeant, Siluca prend la responsabilité des tâches administratives alors qu'il doit se concentrer uniquement sur le fait de devenir plus fort. Elle apprend que tous les seigneurs voisins ont les yeux rivés sur son territoire. Il croit qu'il ne sera pas difficile de renverser un nouveau seigneur. Siluca décide alors de laisser Irving patrouiller les frontières tandis qu'elle invoque un démon chat pour l'aider à transmettre un message à son ami. Peu de temps après, Tel lui rend visite pour lui demander quel est son véritable objectif en essayant de l'aider. Siluca répond qu'elle est fatiguée des nobles qui ne pensent qu'au pouvoir et laissent le peuple souffrir à cause de leur cupidité. Elle prétend être une grande fan du légendaire lion héros qui aurait rétabli l'ordre dans un monde dominé par le chaos. Siluca croit que Tel a les mêmes caractéristiques et idéaux que le héros légendaire, c'est pourquoi elle a décidé de le servir. Siluca dit également qu'elle veut juste une chance de prouver ses compétences sans que des nobles arrogants n'interfèrent avec chaque pas qu'elle essaie de faire. Quelques jours plus tard, un noble ambitieux marche vers le château de Tel avec son armée, mais Siluca lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter car son ami est déjà là. Bientôt, il rencontre Eshla qui était leur élève à l'académie de magie mais qui a été rejeté au test et qui travaille maintenant comme mercenaire ayant une force surhumaine. Eshla est ravie de revoir son ami mais en découvrant que Tel, le seigneur qu'elle a choisi de suivre, n'a que de grands idéaux, elle se sent désolée pour son ami. Malgré tout, Eshla décide de les aider. Lorsque la bataille commence, Siluca, Eshla et Irving se tiennent en première ligne tandis que Tel regarde depuis les portes. Tout le monde avance rapidement pour affronter les soldats ennemis et Siluca utilise sa magie pour élever des murs de pierre et piéger plusieurs soldats tout en invoquant la foudre pour les vaincre.
vaincre. Soudain, un mage de l'armée ennemie tente de l'attaquer par derrière. Siluka remarque l'attaque au dernier moment et parvient à l'éviter. Elle découvre que le sorcier est l'un de ses aînés de l'académie et qu'il a prévu de la capturer pour mettre fin rapidement à la bataille. Mais Siluka, déterminée, affronte le sorcier en combat direct. Tous deux sont rapidement épuisés et elle se précipite au secours de Siluka, déclarant que la bataille est la sienne. Il affronte le sorcier et parvient à le blesser. Mais l'ennemi n'abandonne pas et tente d'attaquer avec toutes ses forces restantes. Pendant ce temps, Ishla détruit ses ennemis avec sa force incroyable. Mais le chef de l'armée ennemie tente de la garder occupée pour gagner du temps. Elle se rend compte de son stratagème et va directement attaquer le chef. Et au lieu de le tuer directement, elle lui tend une embuscade et l'embrasse même avant d'essayer de l'étouffer. Le chef, désespéré, ordonne à ses soldats d'attaquer Ishla, même s'ils doivent le blesser au passage. Elle se défend des attaques et le leader finit par fuir. Malgré cela, Ishla semble l'avoir apprécié et lui crie de la retrouver après la bataille. Non loin de là, Irving doit faire face à des mercenaires engagés par l'ennemi. Il utilise ses compétences d'assassin pour les vaincre rapidement. Mais le chef des mercenaires active une capacité spéciale qui transforme sa peau en acier. Irving est incapable de le blesser, mais lorsqu'il voit une opportunité, il parvient à poignarder son adversaire dans les yeux et à le vaincre. Finalement, le noble ennemi décide d'affronter Théo, mais est surpris lorsque Théo apparaît portant le sorcier ennemi capturé. Le noble se rend compte qu'il a perdu et, riant comme un fou, il finit par se rendre. Il propose de devenir le subordonné de Théo. Reconnaissant sa force, Théo accepte sa reddition et absorbe son blason tout en lui accordant un blason subordonné. Peu de temps après, une prêtresse de l'église, Priscilla, rend visite à Théo. Comme la relation entre l'église et les sorciers est assez compliquée, Siluka refuse de lui ouvrir la porte. Mais Théo, croyant aux bonnes intentions des prêtres, décide de l'accueillir. Priscilla se présente comme une prêtresse qui veut soutenir le combat de Théo contre le chaos. Pendant ce temps, l'expansion du territoire de Théo avance grâce à l'aide de la Sikh, le noble devenu son subordonné. Siluka pense qu'il est temps pour Théo d'adopter un nom de famille et elle suggère Cornaro, en l'honneur d'un héros trahi par la famille noble qui dirigeait la patrie de Théo. Il aime l'idée et adopte ce nom stupide. Bientôt, Siluka reçoit des nouvelles d'une catastrophe chaotique dans une ville voisine. Théo et ses alliés se précipitent pour aider et à leur arrivée, ils font face à un démon de feu qui ravage la zone. Théo avance imprudemment mais se rend compte que le démon est immunisé contre les attaques physiques. Siluka utilise un puissant sort d'eau pour le vaincre mais le démon explose avant de mourir, provoquant une grande destruction. Théo protège Siluka de l'explosion mais finit grièvement blessé. Le lendemain, Siluka remercie Théo de l'avoir protégé. Il lui exprime à son tour sa gratitude pour tout ce qu'elle a fait. Peu de temps après, le roi de la région déclare la guerre à Théo, craignant sa force croissante. Siluka suggère de rassembler les nobles indépendants pour affronter le roi ensemble, mais le jour de la bataille, aucun des nobles ne répond à l'appel, ne laissant que ses alliés se battre à ses côtés. La nuit, les personnes que Théo a récemment sauvées du démon du feu apparaissent pour aider et déclarent qu'elles sont prêtes à se battre et même à mourir pour leur seigneur. Théo ne sait pas s'il doit ou non les autoriser à se battre, mais Siluka lui rappelle qu'ils doivent respecter la volonté de leur peuple. Théo accepte ses paroles et utilise son blason pour créer un drapeau holographique dans le ciel, encourageant tout le monde à se battre à ses côtés. Le drapeau tombe sur ses alliés, les marquant du symbole des armoiries de Théo, indiquant qu'ils ont désormais la protection et la bénédiction de leur seigneur. Le lendemain, la guerre commence. L'armée de Théo est toujours largement dépassée en nombre par les forces du roi, mais il mène la bataille avec beaucoup de courage. Tous les alliés de Théo utilisent leurs compétences au maximum, réussissant à mettre la pression sur l'armée ennemie. Le roi, voyant qu'il perdait du terrain, décida d'envoyer ses forces de réserve au front. Mais soudain, les seigneurs indépendants apparaissent pour renforcer l'armée de Théo. Avec les renforts, ils parviennent à encercler le roi et à l'attaquer de tous côtés, le forçant à fuir. Siluka prévient Théo de la retraite du roi et il ordonne à ses troupes d'achever les soldats restants. Ainsi, la bataille est gagnée. Après cela, Siluka se rend chez Lady Marine, qui dans ce cas est le chef de l'Alliance, étant la mariée du mariage tragique qui a tout déclenché et son objectif est de discuter de l'inclusion de Théo dans l'Alliance. Marine, qui a déjà entendu parler de la domination de Théo dans le sud, demande un peu de temps pour réfléchir car elle estime que l'avoir comme allié pourrait être avantageux. Mais le maître, le magicien de la cour et père adoptif de Siluka, lui déconseille cette idée, prétextant qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui change de camp si facilement. Lady Marine dit même qu'elle devra peut-être combattre Théo et demande au maître s'il est prêt à laisser Siluka mourir au combat. Il répond sans hésiter qu'il n'y voit aucun problème. Plus tard, il envoie un message à Siluka disant que la demande d'inclure l'Alliance a été refusée et qu'elle devrait demander à Théo de renoncer au titre et de s'enfuir. Siluka est furieuse, mais avant de partir, elle prévient le maître et la marine qu'ils se rencontreront sur le champ de bataille. N'ayant pas d'autre choix, Siluka se tourne vers le comte Villard-Constance, un puissant noble de l'Union, qui est également le cousin de Marine, mais il refuse de la recevoir. La raison, c'était le noble avec qui elle aurait dû conclure le contrat au départ, mais Siluka a choisi de suivre Théo. Il envoie un message disant qu'il ne voit aucun intérêt à s'allier à Théo. Sans renfort, Siluka revient informer Théo et les autres que Marine et le roi détrôné les attaqueront bientôt avec une armée 5 fois plus grande qu'eux. Pourtant, Théo déclare que même s'ils perdent, ils auront un combat mémorable. Vos alliés sont prêts à vous suivre jusqu'au bout. Bientôt, l'armée de l'Alliance arrive au château et les soldats dirigés par Isla sont incapables d'infliger des dégâts significatifs aux ennemis. Les chevaliers de l'Alliance utilisent de puissantes arbalètes pour détruire les murs du château. Isla engage les ennemis dans un combat au corps à corps, tuant plusieurs d'entre eux tout en esquivant les flèches, mais au milieu de la confrontation, elle est touchée par une flèche à un point critique. Siluka court aux côtés d'Isla, croyant qu'elle va mourir. Cependant,
Cependant, Priscilla, la prêtresse, apparaît et utilise ses pouvoirs pour sauver la vie d'Isla. Pendant que Priscilla soigne les blessures de son ami, Siluca part aider les soldats. Pendant ce temps, Théo contrôle déjà la situation. Alors que les chevaliers de l'Alliance franchissent enfin la porte principale et envahissent le château, Théo ferme les portes secondaires et ordonne une attaque surprise de tous les côtés. Encerclés, les chevaliers de l'Alliance battent en retraite, mais Théo reçoit la nouvelle de la mort d'un de ses fidèles alliés. Il découvre que même Lassique a été vaincu et qu'il bat en retraite. Cependant, cela faisait partie du plan de Lassique qui a attiré l'ancien roi et ses soldats sur un étroit sentier de montagne où il a commencé à les éliminer un par un. Le roi désespère lorsqu'il voit ses soldats se faire tuer et tente d'organiser une retraite, mais Irving et les autres mercenaires contrôlent le champ de bataille, empêchant sa fuite. N'ayant aucune issue, le roi décide d'affronter Lassique en duel. Il s'engage dans un combat à l'épée épique où le roi parvient à faire pression sur Lassique, mais il contre-attaque et brise l'une des épées du roi. Et après le coup final, nous voyons que Lassique est sorti vainqueur, tuant l'ancien roi. Lassique revient au château avec les prisonniers et est félicité par Théo qui le place à la tête des troupes capturées. Mais Théo admet que, même s'il gagne certaines batailles, il est impossible de gagner la guerre actuelle. Votre nouvelle stratégie consiste donc à négocier avec l'Alliance pour l'obliger à se retirer. Siluca détaille ensuite le plan à tout le monde. La seule façon de convaincre l'Alliance est que Théo abdique son titre et quitte la terre. Lassique, qui a tué l'ancien roi, deviendrait le nouveau chef de la région du Sud. Et Lassique n'aime pas l'idée que Théo doive tout abandonner. Mais Théo dit qu'avec sa réputation et Siluca à ses côtés, il peut revenir à tout moment. Cependant, lorsqu'il tente de négocier la fin de la guerre, le maître, le père de Siluca, rejette la proposition, déclarant que l'Alliance ne se retirera que si elle a la tête de Théo. Siluca retourne ensuite au château et prévient tout le monde des conditions imposées. Les alliés refusent le sacrifice de Théo, jurant de se battre ensemble jusqu'au bout. Pendant ce temps, la dame Marine et les chevaliers sont informés que Théo a proposé certaines conditions pour une reddition pacifique. Mais ils ont refusé. Les chevaliers pensent que c'était la bonne décision car ils veulent vaincre Théo et son armée pour sauver leur réputation. Mais Lady Marine croit que le comte Villard pourrait les attaquer par l'arrière s'ils mettaient trop de leurs soldats en première ligne. Cependant, les chevaliers sont convaincus qu'il ne les attaquera pas car il a refusé d'aider Siluca auparavant. Lady Marine demande alors à ses chevaliers de faire ce qu'ils veulent. Et le lendemain, la plupart de ses forces attaquent le château de Théo, tandis qu'elle reste derrière avec seulement 100 gardes. Et c'était le moment que le comte Villard attendait. Lui et ses soldats attaquent la Lady Marine au moment où elle est la moins protégée. Les chevaliers de l'Alliance se retirent immédiatement pour protéger leur dame, et Siluca est si heureuse qu'il soit en sécurité qu'elle finit par se jeter dans les bras de Théo. Tout le monde savoure désormais le goût de la victoire et découvre plus tard qu'Excela a survécu grâce à la guérison de Priscilla. Plus tard, Théo organise une réunion pour dire à tout le monde que les chevaliers de l'Alliance se sont définitivement retirés après avoir subi de lourdes pertes et qu'ils peuvent désormais se détendre. L'un des alliés leur dit qu'il devrait remercier le comte Villard pour cela, mais les avertit également qu'il n'est en aucun cas leur allié et qu'ils devront peut-être le combattre ensuite. En parlant du diable, le comte Villard entre dans la réunion avec son sorcier de la cour. Il salue Théo qui le remercie de l'avoir aidé et le comte Villard dit de ne pas s'en soucier car il veut se venger de Lady Marine depuis longtemps. Siluca s'excuse également d'avoir rompu le contrat avec lui auparavant, mais il répond qu'elle doit retourner à ses côtés maintenant et qu'il oubliera tout ce qui s'est passé dans le passé. Le comte Villard dit à Théo de devenir roi du Sud et lui propose d'être son allié. Tout le monde souhaite le bien-être de Théo, mais il refuse d'accepter l'offre du comte Villard car cela signifierait laisser partir Siluca. Il propose d'abandonner tout son titre et son blason et de devenir son chevalier afin de pouvoir toujours avoir sa fille à ses côtés. Le comte Villard ne le considère que comme un idiot, mais son mage lui dit de l'accepter comme subordonné car cela lui serait bénéfique. Le comte Villard accepte Théo comme chevalier et lui dit, ainsi qu'à Siluca, d'emménager bientôt dans son château. Il part et Théo remet son territoire et son armée à Lassica, qui promet de lui être fidèle et de l'aider chaque fois qu'il en aura besoin. Priscilla veut également suivre Théo, mais il lui dit de demander au comte Villard à ce sujet car c'est lui le patron maintenant. Alors que tout le monde parle du futur, Siluca finit par réaliser qu'elle est amoureuse de Théo. Bientôt, ils arrivent au château du comte Villard où il assigne Théo comme garde, tandis que Siluca va rencontrer les mages qui travaillent pour lui. Une fois les présentations terminées, un mage aux cheveux roux dit à Siluca qu'elle assistera à une fête pour accueillir un prince d'une nation étrangère ce soir-là. Théo rejoint également la fête pour accueillir le prince Mirza, qui s'enthousiasme chaque fois qu'il entend quelqu'un parler d'ambition. Il a entendu dire que Théo avait abandonné sa position et ses terres pour un seul mage et lui a ouvertement manqué de respect. Mais lorsqu'il apprit que Lassica, qui dirige actuellement la région du Sud, agissait simplement en tant que roi en l'absence de Théo, son opinion changea quelque peu. Plus tard, Théo nettoie la bibliothèque, tandis que Siluca lui lit l'histoire des sorcières qui ont le pouvoir d'invoquer des esprits et des démons. Siluca explique que les sorcières sont différentes des sorciers et que celles qui sont liées au monde des démons sont appelées sorcières noires, tandis que leurs opposées sont appelées sorcières blanches. Parallèlement à cela, elle raconte à Théo l'histoire de surhumains qui se transforment en vampires immortels, de loups-garous qui se régénèrent à l'infini et que beaucoup d'entre eux ont combattu un seigneur démon dans le passé. Et en entendant parler de tant de personnes puissantes, Théo se plaint du manque de personnes puissantes dans son pays natal, et Siluca le réconforte en lui disant qu'il sauvera sûrement son pays natal un jour. Ils sont alors convoqués par le comte Villard qui leur présente Zelma, l'aînée des sorcières blanches. Le comte Villard ordonne à Théo et Siluca de la suivre dans la forêt des ténèbres éternelles et de rencontrer les loups-garous qui ont soudainement quitté leur maison. Zelma explique que la forêt est le territoire des vampires et il semble qu'il se passe quelque
quelque chose entre eux et les loups-garous. Ils se dirigent immédiatement vers la forêt et rencontrent un groupe de loups-garous hostiles qui refusent de leur dire ce qui s'est passé. Soudain, une chauve-souris parlante arrive sur les lieux et dit aux loups-garous que Théo est un invité du roi vampire et leur demande de le laisser passer. Les loups-garous sont furieux contre le roi vampire et exigent que leur reine et leur fille leur soient rendues. Mais la chauve-souris les ignore et s'envole. Théo le suit et promet aux loups-garous qu'il fera de son mieux pour les aider de toutes les manières possibles. Ils arrivent bientôt au château du roi vampire où il révèle qu'une sorcière noire nommée Yana a enlevé la reine loup-garou. Il n'a pas l'intention d'intervenir dans leur bataille et déclare qu'il n'est plus allié aux loups-garous ni aux nobles. Le roi vampire déclare que tous les nobles portant le blason sont désormais ses ennemis et qu'il cherche à plonger le monde dans le chaos qu'il a autrefois combattu. Il affirme que si les nobles s'unissent et créent le sceau de l'empereur, ils pourront finir par bannir le chaos pour toujours. Et ainsi les surhumains ont perdu leur pouvoir et le roi vampire est devenu par conséquent un humain normal. Et il ne veut pas de ça. Asiluka pense qu'il est responsable de la libération du seigneur démon lors de la tragédie du mariage. Mais ces paroles ne plaisent pas au vampire. Théo se prépare à le combattre. Mais le vampire n'est pas intéressé et s'en va. Mais pas avant de leur avoir révélé l'emplacement de la reine loup-garou. Théo et Asiluka courent vers la zone où la reine loup-garou combat la sorcière noire Yana pour protéger leur fille. Yana veut tuer la reine et l'utiliser comme sacrifice pour invoquer le seigneur démon. Et elle est sur le point de le faire. Mais Théo arrive sur les lieux avant qu'elle ne puisse achever la reine. Ce qui rend Yana furieuse car le roi vampire l'a abandonnée, la laissant seule pour les combattre. Pourtant, elle croit qu'ils ne sont pas de taille à l'affronter et envoie ses gargouilles pour les affronter. Asiluka utilise la magie de la foudre mais cela ne suffit pas à empêcher les gargouilles de s'approcher. Théo bat celui qui l'attaque et court immédiatement pour sauver Asiluka. Pendant ce temps, Yana prépare son attaque finale et lance un sort extrêmement puissant vers Théo. Asiluka tente de bloquer l'attaque avec sa barrière magique mais le sort traverse la barrière et Théo parvient à peine à se protéger. Il utilise le pouvoir de sa crête pour enchanter son épée et dévie l'attaque, la faisant toucher le plafond. La reine loup-garou saisit cette opportunité et attaque Yana après s'être transformée, mais son véritable objectif est de libérer ses filles captives. Yana riposte en attaquant avec des vignes et invoque plus de gargouilles pour combattre à ses côtés, mais la reine loup-garou élimine rapidement les créatures avant de l'affronter. Lorsque Yana tente de s'échapper en utilisant son balai, la reine loup-garou parvient à lui infliger une profonde coupure aux jambes. Cependant, la sorcière parvient toujours à s'échapper par le trou dans le plafond. Même si Asiluka et les filles de la reine tentent de l'arrêter, les filles se précipitent immédiatement aux côtés de leur mère, mais elle est gravement blessée et ne peut pas survivre. Avant de mourir, la reine demande à Théo de protéger ses filles et de les emmener en toute sécurité. Tenant sa promesse, Théo revient avec ses filles et le corps de la reine au clan des loups-garous. Les loups-garous organisent des funérailles pour leur reine, dont le corps est transformé en énergie du chaos et l'énergie est partagée entre les membres du clan. Le nouveau chef des loups-garous remercie Théo pour son aide et lui promet fidélité. Avec cela, Théo prend le contrôle du château qui appartenait auparavant au roi vampire et parle à Asiluka de la façon dont travailler avec les habitants de la forêt peut profiter à leur cause. Cependant, après la bataille contre Yana, Théo se rend compte qu'il doit devenir plus fort. Il déclare qu'il fera tout ce qu'il peut pour grandir en tant que guerrier et leader, et Asiluka promet qu'elle grandira avec lui. Désormais, accompagné d'Irving et des jumeaux loups-garous qui ont décidé de devenir les servantes de Théo, il se prépare à de nouveaux défis. Pendant ce temps, Villar Constance reçoit une invitation à la réunion annuelle des nobles de l'Union, et même s'il ne veut pas y aller, il n'a pas le choix. Sa magicienne de cour, Marguerite, tente de l'encourager en lui disant qu'il sera félicité pour sa récente victoire. Cependant, Villar est sceptique car il sait que l'ex-fiancé de Mirza pourrait causer des problèmes. Changeant de sujet, Villar commente l'anniversaire de Margaret alors qu'elle est sur le point d'avoir 25 ans. Elle est blessée par la conversation et quitte la pièce. Asiluka et les autres sorciers se rendent compte de la situation et finissent par découvrir que Villar a l'habitude de se séparer de ses sorciers lorsqu'ils atteignent l'âge de 25 ans, tout cela pour qu'ils puissent suivre leur propre vie. Margaret ne veut pas quitter Villar parce qu'elle l'aime et Asiluka décide de lui parler en son nom, mais Villar explique qu'il pense qu'il est préférable pour Margaret d'avoir la liberté de fonder une famille et de vivre sa propre vie. Il ordonne à Asiluka d'organiser une fête d'anniversaire pour Margaret et, en même temps, il commence à planifier sa participation à la réunion annuelle de l'Union. Il décide d'emmener Asiluka, Théo et Lassie avec lui et, pendant la fête d'anniversaire de Margaret, elle semble heureuse pendant un moment alors qu'elle danse passionnément avec Villar mais devient mélancolique lorsqu'elle se souvient qu'elle va bientôt lui dire au revoir. Pendant ce temps, Théo et Asiluka parlent de tout ce qu'ils ont accompli ensemble et inspiré par l'ambiance de la fête, Théo invite Asiluka à danser même sans savoir comment et elle finit par devoir lui apprendre sur place. Plus tard, Mirza s'approche de Théo et l'appelle un grand clown. Théo répond humblement, disant qu'il considère comme un compliment de pouvoir divertir le prince. Mirza n'aime pas la réponse et défie Théo dans un duel simulé. Dans le duel, Mirza attaque avec intensité tandis que Théo se défend habilement. En colère contre l'attitude défensive de Théo, Mirza l'accuse d'être faible et prétend que les nobles comme lui sont responsables de l'âge du chaos. Théo ne semble pas se soucier de ces mots et cela rend Mirza furieux. Après cela, Mirza part, mais pas avant de l'avertir que son manque d'ambition pourrait coûter la vie à ses alliés dans le futur. Après cela, Asiluka réconforte Théo en lui disant qu'il doit rester fidèle à ses convictions et qu'elle sera toujours à ses côtés. Peu de temps après, le moment arrive enfin de partir pour l'Union et Villar décide de conquérir les territoires entre lui et le lieu de rencontre au cours de leur voyage. À leur arrivée dans un royaume voisin, certains nobles font défection à son camp tandis que d'autres restent fidèles au roi. Las, qui dirige l'armée et à la demande de Asiluka, permet à Théo de traiter avec un noble indépendant
important et éminent. Mirza part seul pour vaincre le bras droit du roi. Le Mirza envahit le château du noble ennemi et exige qu'il lui remette ses armoiries et ses terres. Il donne à chacun 3 jours pour quitter les lieux, promettant de tuer quiconque désobéirait. Le noble rit et ordonne à ses hommes d'attaquer. Mais Mirza désarme facilement et tue le chef, avant qu'il ne puisse supplier pour sa vie. Il absorbe ensuite l'énergie de ses ennemis dans son sceau et épargne un survivant, lui ordonnant de remettre les terres à l'Ask en silence. De retour au camp, Mirza réfléchit à la manière dont Théo va gérer le noble qui lui a été assigné. D'autre part, Théo pénètre sur le territoire du noble qu'il est censé combattre. Tout cela après une longue conversation avec Siluka sur ce qui serait la meilleure décision à rendre. Eh bien, tout le monde dans la ville a entendu dire qu'il avait vaincu les chevaliers de l'Alliance et ils l'ont suivi alors qu'il allait à la rencontre du noble Lavan. Lavan lui dit qu'il n'a pas l'intention de se rendre aux forces de l'Union et lui demande de se retirer. Mais Théo explique que même s'il revient les mains vides, l'Ask et son armée envahiront bientôt la ville et la prendront par la force. Il demande à Lavan de se battre avec lui à l'extérieur du château afin que son peuple ne soit pas pris entre deux feux. Et étant un dirigeant sage et compétent, Lavan accepte la proposition car il sait qu'il n'y a aucun moyen d'empêcher son territoire de tomber entre les mains de l'Union. Les habitants de Lavan ne veulent pas qu'il se batte seul et ils promettent de se battre à ses côtés et de le suivre partout où il ira. Théo est ému par cette dévotion et dit que Lavan devrait valoriser son peuple plus que la loyauté envers l'Alliance. Après réflexion, Lavan décide de changer de camp et de rejoindre le syndicat, tout cela pour pouvoir continuer à diriger son peuple. Il révèle également qu'il admire Théo, affirmant qu'il est un homme aux grands idéaux et que tous les nobles devraient lui ressembler davantage. Lavan jure fidélité à Théo, promettant de le soutenir lorsqu'il retrouvera son titre et ses terres. La ville hisse des drapeaux syndicaux à côté du leur, et Siluka commente que Théo a dépassé ses attentes en obligeant Lavan à se rendre si rapidement. Pendant ce temps, sur le champ de bataille principal, l'Ask bat le roi du pays et la nouvelle parvient à Villars. Ils célèbrent le fait qu'ils aient gagné sans trop de pertes, grâce aux efforts de Théo et Mirza, qui ont mené seuls leur bataille cruciale. Peu de temps après, ils arrivent à la réunion annuelle des nobles de l'Union, où Théo ne se sent pas à sa place. Les nobles sont divisés en factions. Certains saluent Villars comme un héros pour ses conquêtes territoriales, tandis que d'autres commentent que ses actions ont porté atteinte à la paix du continent. À ce moment-là, Alexis, le leader du syndicat et le marié du mariage tragique, fait son entrée. Il a une présence majestueuse qui capte facilement l'attention des gens, en particulier celle des femmes. Alex salue le comte Villars et remercie Siluka de l'avoir sauvé pendant la tragédie du mariage, puis tourne son attention vers Théo, déclarant qu'il est un grand fan de ses réalisations. Plus tard, Villars emmène Théo rencontrer Rossine, le dirigeant de la ville natale de Théo, qui l'avertit de ne pas retourner sur l'île s'il tient à sa vie. Plus tard, alors que Théo se repose dans sa chambre, Alex apparaît pour lui parler en privé. Théo est dérouté par la visite du leader syndical, mais Alex dit qu'il l'admire. Il dit qu'il a entendu parler de la façon dont Théo s'est élevé dans la rue et est devenu le dirigeant du Sud, mais a tout abandonné à cause de Siluka. Il pleure en disant qu'il aime aussi profondément Marini et qu'il serait prêt à tout abandonner pour elle, mais elle est déterminée à continuer son chemin. Alex affirme qu'il souhaite que les nobles du continent s'unissent pour forger les armoiries de l'empereur et qu'ensemble, ils devraient bannir tout chaos du monde. Théo est ému et promet d'aider Alex à réaliser son rêve. Je promets également de l'aider à retrouver Marini. Avant de partir, Alex dit à Théo de trouver le bonheur avec Siluka et alors qu'il s'apprête à monter dans sa voiture, Erwin remarque une attaque qui approche et alerte tout le monde. Siluka érige une barrière magique pour bloquer les flèches ennemies avant que les attaquants n'avancent. Les sœurs loup-garou se transforment et éliminent rapidement les ennemis, tandis que Théo et les gardes restants se battent également. Au cours de la bataille, Théo se rend compte que les attaquants ennemis ne s'en prennent pas à Alex, mais à lui. Et quand Siluka est presque poignardé, son démon chat caché dans l'ombre l'assaut. Après avoir éliminé tous les assaillants, Erwin rapporte qu'il a fait face à un assassin alors qu'il s'occupait des tireurs d'élite et a été blessé dans le processus. Et après cela, Alex part, se sentant toujours coupable de la tentative de meurtre. Mais Théo sait qu'il était la véritable cible et Siluka commente qu'avec Alex impliqué, les jours de Rossini sont comptés. Elle croit qu'il faudra au moins l'expulser du syndicat et qu'ils auront alors la possibilité d'agir. Le lendemain, Théo informe Villars de la tentative de meurtre et également du fait qu'Alex aime toujours Lady Marini. Villars est heureux d'entendre cela et raconte l'histoire de la façon dont Alex et Marini sont tombés amoureux. Ils se sont rencontrés à la salle de sport alors qu'Alex admirait simplement quelques rochers sur la route et dès qu'il a vu Marini, il est tombé profondément amoureux. Il lui a envoyé des centaines de lettres d'amour et a créé un jardin plein de roses pour attirer son attention jusqu'à ce qu'elle commence enfin à le remarquer. Pour le remercier, Marini s'est rendue à un bal masqué où un homme a essayé de l'approcher et quand elle l'a confronté, il est devenu viol et Alex était celui qui est apparu pour la protéger mais il a fini par être assommé avec un seul jus. Malgré cela, Marini fut touchée par son geste et l'emmena dans sa chambre où ils découvrirent qu'ils appartenaient à des familles ennemies. Malgré cela, ils s'embrassèrent et décidèrent qu'ils se marieraient un jour. Villars conclut l'histoire en disant qu'il soutenait leur mariage à l'époque. Peu de temps après, lors de la conférence des nobles, Rossini est exilé de la Réunion. Ensuite, l'un des nobles accuse Villars d'avoir provoqué des combats avec Marini, réduisant ainsi les chances d'une union pacifique sur le continent. Théo explique que c'était de sa faute d'avoir déclenché une bagarre et que Villars était seulement venu pour l'aider. Les nobles ne parviennent pas à débattre longtemps contre Villars et la décision d'entrer en guerre contre l'Alliance est approuvée. Après cela, Alex s'adresse aux nobles et affirme qu'il est leur chef uniquement parce que c'était la position de son père. Il estime qu'il n'est plus adapté à ce rôle et souhaite qu'un nouveau leader soit choisi immédiatement. Il nomme Villars pour être le prochain chef en raison de sa puissance militaire
guerre, mais il refuse la promotion car il ne veut pas combattre son cousin Marini jusqu'à la mort. Profitant de cela, Marc se présente au poste de prochain leader, et désormais il n'y a plus personne pour s'opposer à lui. Et la première chose qu'il fait est d'arrêter toutes les guerres et de reprendre les traités de paix avec l'Alliance. La plupart des gens sont contents de cette décision, mais pas Alex, car il sait que Marc veut épouser Marini pour assurer la paix. Lorsque le message parvient à Marini, elle refuse d'accepter le traité de paix et dit à son magicien de cour, Albest, de se préparer à la guerre. Elle est perturbée par cette décision car elle aime toujours Alex et pense qu'il n'y a aucun moyen de sauver son amour maintenant. Peu de temps après, un noble arrive à Villars disant que l'armée de Marini est arrivée sur le territoire voisin et qu'ils peuvent l'attaquer à tout moment. Mirza et Siluka disent qu'ils ne devraient pas suivre la politique de paix de l'Union et contre-attaquer immédiatement, mais Villars refuse de le faire. Il n'est pas satisfait de la persistance de Siluka et la renvoie ainsi que Théo avant de renvoyer un homme. Alors que Siluka et Théo retournent sur son territoire à Mirkoud, elle est toujours contrariée que Villars ait ignoré ses conseils même si elle sait qu'ils ne peuvent pas éviter la guerre. Alors, pour la sortir de son humeur sombre, Théo l'invitait à se promener sur le territoire mais il ne trouve que le regard froid et critique des gens de la forêt. Il continue de voyager à travers la forêt sombre tout en combattant des monstres et en explorant des zones inconnues. Bientôt, il commence à pleuvoir et il s'abrite dans un arbre creux où Théo partage une couverture avec Siluka pour se tenir au chaud. Ils parlent de leur bonheur d'être ensemble et Théo finit par dire à Siluka qu'il craint qu'elle ne devienne définitivement la sorcière Villars, mais elle lui assure qu'elle ne le quittera jamais. Théo la serre dans ses bras, lui disant à quel point elle est importante pour lui et Siluka n'en peut plus et lui avoue ses sentiments. Et Théo admet qu'il l'aime aussi et peu de temps après, ils commencent à s'embrasser. D'un autre côté, la guerre entre Amarine et le voisin de Villars a commencé et Mirza est venu aider de son plein gré. Il esquive les attaques des bêtes ennemies et élimine une escouade entière à lui seul. Amarine est surprise de voir quelqu'un de son calibre et plus tard, lors de la réunion de ses chevaliers, elle accepte de violer les traités de guerre en utilisant un poison artificiel du chaos pour prendre la forteresse ennemie. Ses chevaliers sont surpris par sa décision, mais elle déclare qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre cette guerre. Elle envoie Albest créer du poison du chaos dans la mer, tout en disant à ses serviteurs d'envoyer un message à Mirza. Albest crée du poison du chaos et l'envoie vers la forteresse ennemie avec le vent. Le poison enveloppe la forteresse et rend tous les soldats incapables de combattre. Amarine et ses chevaliers envahissent bientôt la zone et tuent tous les soldats ainsi que leur chef. Avant de brûler la forteresse, le Mirza observait de loin le massacre unilatéral et trouvait tout cela très amusant. Soudain, les serviteurs d'Amarine s'approchent de lui et l'invitent à la rencontrer. Il accepte l'invitation mais dit à ses serviteurs de lui amener Amarine. Mirza a décidé d'abandonner le village car il n'a aucune ambition d'unifier le continent en un seul et maintenant il veut soutenir Amarine. Elle arrive bientôt pour le retrouver et lui demande de soutenir l'Alliance pour l'unification du continent. Mirza lui pose des questions sur sa relation avec Alexis et révèle qu'il sait qu'Amarine ment quand elle dit qu'elle a dépassé cette relation. Il dit ensuite qu'il rejoindra l'Alliance à une seule condition, qu'elle couche avec lui cette nuit-là. Amarine accepte la condition disant que ce ne sera que pour une nuit et qu'elle ne lui appartiendra jamais, quoi qu'il arrive. Mirza n'a aucun problème avec cela et Amarine lui permet de la dominer au nom de ses ambitions. Peu de temps après, Amarine est prête à se rendre sur le territoire du village et Albest lui dit que Mirza a tué son père, est devenu le roi de son pays et a officiellement décidé de s'allier à l'Alliance. Le villageois se prépare également à l'affronter et appelle tous ses alliés à s'unir à lui. Ses magiciens repèrent le Mirza et sa flotte de navires de guerre qui s'approchent. Mais le villageois sent que quelque chose d'étrange se produit et leur ordonne de préparer leurs armes pendant qu'ils se dirigent vers les quais. Sur les quais, il rencontre Margaret qui l'informe que Mirza a fait défection du côté des Amarines et a même tué son père alors qu'il se trouvait sur leur chemin. Le villageois est incrédule et réalise que gagner cette bataille ne sera plus si facile désormais. Il ordonne à ses navires d'attaquer la flotte de Mirza qui contre-attaque rapidement et saute sur les navires des villageois, tuant rapidement ses soldats. Le capitaine ordonne à ses hommes de briser le volant et de renverser de l'huile sur tout le navire. Après cela, ils abandonnent le navire et le capitaine y met le feu pour emporter le Mirza avec lui. C'est complètement inutile et Mirza tue le capitaine après un combat et s'enfuit du navire en feu. Pendant ce temps, les sorciers du village utilisent une lentille géante pour mettre le feu au navire de Mirza un par un. En sortant de la mer, le Mirza décide de se retirer pour l'instant car ses troupes ont embarqué trop de pétrole aujourd'hui. De retour au palais, le villageois se rend compte que s'il parvient à vaincre Mirza, les forces de l'Alliance perdront la moitié de leur puissance et il prévoit de rejoindre personnellement la bataille bientôt. Margaret est déterminée à le rejoindre également, affirmant que Mirza a déjà tué tout son clan. Peu de temps après, l'un des alliés du villageois arrive sur les lieux avec un gigantesque navire de guerre et cause des dommages à la flotte de Mirza. Il se rend compte qu'il est impossible de gagner la bataille en mer et ordonne à ses hommes de se précipiter immédiatement vers le rivage. D'autre part, les forces de Marina vainquent l'un des alliés les plus puissants des villageois. Bientôt, Mirza et d'autres alliés unissent leurs forces et Marina déclare que la vraie bataille va commencer maintenant. La princesse viking à ses côtés conduit une flotte géante de navires de guerre jusqu'au château du villageois la nuit et il se rend compte qu'il ne peut plus gagner maintenant. Il décide de se battre jusqu'au bout et ordonne à ses mages de contacter tous les nobles sous son commandement et de leur dire de se rendre. Il se prépare à la bataille avec l'aide de Margaret et admet finalement qu'il l'aime aussi et qu'ils peuvent désormais mourir ensemble. Le gigantesque navire de guerre affronte la flotte de 1000 navires de la marina mais malgré leurs efforts, ils sont incapables de gagner. Mais pour abattre autant d'ennemis que possible, un homme fait exploser le navire géant mais cela ne cause pas beaucoup de dégâts à la flotte
flotte ennemie. Les ennemis attaquent le château du villageois de tous les côtés et Marina mène l'attaque de front. Ils sont sur le point de franchir la porte du château et le villageois et Margaret sont prêts à les affronter seuls. Margaret utilise son sort ultime et se couvre de feu. Elle brise les lignes ennemies et le villageois élimine tous les ennemis sur son passage. Margaret tombe bientôt en panne d'essence, mais lorsque le villageois arrive pour la soutenir, elle le pousse en sécurité avant d'utiliser toute sa force restante pour s'autodétruire. Elle se transforme en cendre après l'explosion et le villageois au cœur brisé attaque les soldats ennemis sans se soucier de sa défense. Marina ordonne à ses chevaliers de tirer sur lui avec leurs arbalètes, mais ils bloquent l'attaque combinée en utilisant sa crête. Elle est choquée de voir cela et décide de parler à sa cousine une dernière fois. Le villageois l'accueille à bras ouverts et Marina le serre dans ses bras et lui demande de se rendre. Cependant, il lui demande de suivre le chemin qu'elle a choisi pour elle-même. Il souhaite également qu'un jour elle puisse épouser Alex et trouver le vrai bonheur. Sur ce, il meurt et ses armoiries sont brisées. Ses soldats deviennent furieux et lancent une attaque suicidaire sur les ennemis. Mais cela ne servit à rien et au matin, Marina avait déjà complètement conquis le château. Elle se rend dans la salle du trône où l'un des sorciers du village lui dit qu'elle a peut-être conquis le château. Mais tout le monde restera fidèle au village. Marina donne ensuite les armoiries et le territoire du village à Myrza, qui va désormais diriger son armée pour conquérir tout le continent. Bientôt, la nouvelle de la mort du villageois parvient à ses alliés et Théo a le cœur brisé en l'apprenant. Tous les alliés du village se rassemblent et forment un groupe distinct appelé le Traité pour venger sa mort et empêcher l'Alliance de conquérir le continent. Tout le monde pense que Lasque devrait être le prochain leader, mais il répond qu'il est toujours le subordonné de Théo et le nomme comme chef. Les nobles ne voient pas Théo comme un leader et se disputent avec Lasque à propos de sa décision. Théo se présente et dit à tout le monde qu'il prouvera sa valeur en tant que leader lors de la prochaine bataille et demande à tout le monde de l'accepter. Les nobles décident d'élire Lasque comme chef jusqu'à ce que Théo puisse prouver qu'il est meilleur que lui. D'autre part, le Myrza tente de convaincre les nobles de se soumettre au règne du village. Mais ils refusent de se soumettre à lui et combattent de toute leur force. Et tandis qu'il est assis sur son trône, l'un des sorciers marins vient lui délivrer un message lui demandant de récupérer les territoires que Villar a conquis. Le magicien demande à Myrza de faire attention à la force de son ennemi, mais il n'aime pas que quelqu'un lui dise de faire attention. Le Myrza mène bientôt son armée contre les ennemis et les domine. Le frère de Villar, qui commande l'armée, décide de battre en retraite et incite Myrza à le suivre là où Lasque l'attend avec son armée. Lasque et Myrza sont vraiment impatients de se battre l'un contre l'autre et de courir devant leurs armées. Ils échangent des coups puissants et bientôt leurs armées entrent également dans la bataille. Lasque subit quelques dégâts et est immédiatement mis sous pression, mais parvient également à blesser Myrza, qui se rend compte qu'il est le seul homme assez fort pour lui affronter. Le Myrza estime qu'il est désavantagé en ce moment et décide de se retirer du champ de bataille. D'autre part, Marine arrive sur le territoire de Tel et dans un moment de réflexion, elle regrette tranquillement d'avoir refusé de le laisser rejoindre l'Alliance dans le passé. Elle croit qu'il n'a pas une armée forte pour le moment, mais ne souhaite toujours pas l'affronter, ni même Siluka, bien qu'ils soient des ennemis jurés. Marine décide de demander au sorcier d'envoyer un message à Tel, car elle veut lui parler une dernière fois avant le début de la bataille. Tel reçoit bientôt le message et se demande de quoi Marine pourrait bien vouloir parler, sachant qu'une bataille entre eux semble inévitable. Siluka commente que Marine pourrait avoir un intérêt personnel envers Tel et que leur rencontre pourrait ne pas être uniquement axée sur la politique. Tel comprend et accepte de rencontrer Marine, car il a lui aussi quelque chose à lui dire. Siluka décide également qu'elle veut rencontrer son père une dernière fois, car malgré tous les problèmes, il fait toujours partie de sa famille. En visitant la tante de Marine, Siluka serre son père dans ses bras avant qu'il ne commence à parler. Marine salue Tel avec une poignée de main et dit qu'elle a beaucoup entendu parler de lui. Tel répond en mentionnant qu'il a également entendu des rumeurs à son sujet et commente qu'elle semble maintenant être une personne complètement différente. Il révèle qu'il a rencontré Alexis une fois et qu'il croit l'aimer toujours profondément. Tel essaie de la convaincre de reconsidérer sa décision, mais Marine mentionne que Villar a également essayé de la convaincre avant de mourir. Elle explique qu'elle pense qu'elle et Alexis étaient trop naïfs et que la seule façon de mettre fin à l'âge du chaos est de conquérir le continent par la guerre. La marine déclare qu'elle est prête à verser tout le sang nécessaire pour y parvenir et prévient qu'elle ne souhaite pas combattre Tel, mais qu'elle récupérera ce territoire de toute façon. La réunion se termine avec Tel réfléchissant sur Marine et déclarant qu'il croit qu'elle aime toujours Alexis et qu'il veut les réunir. Siluka répond que cela nécessiterait un miracle. Tel montre cependant sa détermination en affirmant qu'il fera en sorte que ce miracle se produise. Surprise par ces paroles, Siluka est encore plus choquée lorsque Tel l'embrasse devant tous ses soldats. Rouge comme une tomate, elle se plaint, disant que ce n'est ni le moment ni l'endroit pour cela. Et Tel explique qu'il a embrassé Siluka devant tous les soldats pour les inspirer à se battre pour l'amour et pour la cause de leur chef. Les soldats s'excitent et Siluka se rend compte que le geste était aussi un piège pour faire en sorte que la marine se souvienne de son amour pour Alexis. Le plan fonctionne et le marine frustré reçoit la nouvelle selon laquelle l'un des alliés du villageois a vaincu les forces vikings, la forçant à battre en retraite. La situation change et Tel décide de retourner dans son pays natal pour reprendre le contrôle et renforcer sa position. Siluka souligne que pour aider Alexis et Marine à se réunir, Tel a besoin d'une position et d'une autorité égale aux leurs. Il accepte le plan et informe Lassique, et bien que le sorcier Lassique considère la mission risquée, il soutient l'idée car il croit que vaincre Rossini et conquérir Sistina prouvera que Tel est apte à diriger les nobles. Tel, Siluka et leurs plus proches alliés arrivent à Sistina et découvrent que Rossini a laissé le chaos se propager afin de maintenir la population opprimée et dispersée. Déterminé à changer cela, Tel décide de marcher directement
directement vers la ville de Rossini, tandis que Siluca élabore un plan pour annoncer leur arrivée à toute la région. Rossini envoie des troupes pour l'affronter, ce qui finit par jouer en faveur de Tell, car cela encourage le peuple opprimé à croire qu'il y a quelqu'un qui peut lui tenir tête. En ville, Tell, Siluca et Ishla s'arrêtent dans un restaurant où ils rencontrent Yana, que Siluca reconnaît. Le petit ami de Yana, Salvador, est considéré comme le fils aîné de Rossini. Le sauveur affronte le Tell et déclare qu'il vaincra ses ennemis, utilisant son emblème pour obliger les gens autour de lui à l'aider par loyauté envers lui. Tell se rend compte que les personnes touchées par la crête ont perdu la raison et décide de battre en retraite, évitant de blesser des innocents. Une fois ensemble, ils discutent de la prochaine étape, qui dans ce cas est de parcourir les villages pour rallier le peuple contre Rossini. Cependant, les villageois, habitués à vivre sous l'oppression, craignent les représailles et refusent d'aider. Le sauveur, à son tour, intensifie la répression, incendiant les villages qui soutiennent les Tell. Et lorsqu'il rencontre un village hostile, les Tell se rendent compte que la famille de Rossini règne par la peur et le désespoir. Malgré cela, il reste déterminé à libérer Sistina et à redonner la dignité à son peuple. Alors que Tell emmène ses amis, il se demande s'il n'y a vraiment personne qui les aidera dans la révolution. Siluca suggère qu'ils peuvent aller au village de Tell, car quelqu'un les comprendra sûrement. Mais son silence leur dit tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Cependant, Tell décide quand même d'emmener tout le monde dans son village pour montrer ce qu'il a vécu. Tell aperçoit son amie d'enfance, Rebecca, près de la frontière du village. Elle court vers lui, mais s'arrête à une distance sûre. Il lui demande de rassembler tous les villageois car il veut leur parler. Et tandis que Tell parle du passé aux villageois, Siluca découvre, par l'intermédiaire de Rebecca, que le père de Tell a construit un entrepôt secret dans le village. Cet entrepôt aidait les gens à échapper à de lourds impôts. Un jour, quelqu'un le dénonça et les soldats de Rossini le tuèrent pour servir d'exemple. Les villageois n'ont pas pu résister et Tell leur en a voulu pendant longtemps, puis a fini par quitter le village. Mais il affirme désormais avoir laissé tout ce ressentiment derrière lui. Tell demande aux villageois s'ils veulent vivre sous le règne de Rossini pour toujours et les exhorte à se soulever contre lui. Mais personne ne répond et Tell décide de partir. Cependant, Rebecca l'arrête et lui demande au moins de visiter la tombe de son père. Il accepte et dit à Siluca et aux autres de l'attendre. Rebecca continue de parler joyeusement de la façon dont elle a progressé dans le monde et affirme qu'il peut réellement battre Rossini. Cependant, Tell lui dit d'arrêter de jouer la comédie car il sait qu'elle est nulle dans ce domaine. Il se rend compte que Rebecca travaille pour Rossini et demande comment ils l'ont menacée. Elle répond qu'elle n'a pas été menacée, mais qu'elle a plutôt dénoncé Tell pour avoir une chance d'être emmenée en ville. Rebecca ne se sent pas coupable de l'avoir trahi, mais Tell se sent désolé pour elle car il comprend qu'il n'est pas facile d'affronter ses oppresseurs. Il essaie de la convaincre que si tout le monde s'unit contre l'oppresseur, ils peuvent gagner. Et quand elle n'accepte pas ses paroles, il lui demande d'avertir tous les villageois de fuir car il est sûr que Rossini les punira après lui. Tell se rend seul au tombeau de son père, conscient que des ennemis l'attendent. Pendant ce temps, Rebecca retourne au village où Siluca tente de convaincre les villageois de rejoindre la révolution. Rebecca prévient que Tell savait déjà que c'était un piège, mais il y est quand même allé pour les protéger. Elle supplie les villageois d'aider Tell, leur rappelant que Rossini ne les épargnera pas même s'il lui livre le garçon. Pendant ce temps, Tell arrive au tombeau de son père où l'attendent le sauveur et ses soldats. Il lui tire des flèches, mais Irving semble le protéger. Il s'avère que Siluca a ordonné à Irving et aux jumeaux loup-garou de suivre Tell. Cependant, le sauveur ne les voit pas comme une menace. Soudain, les villageois arrivent pour soutenir Tell, qui les remercie puis lève son drapeau et bénit tout le monde avec ses pouvoirs. Le sauveur utilise également ses armoiries pour accorder du pouvoir aux soldats. Et ainsi la bataille commence. Les villageois se cachent derrière des abris de fortune et jettent des pierres sur les ennemis. Siluca et Ixola travaillent ensemble dans de puissants combos magiques pour vaincre plusieurs ennemis. Alors qu'Irving affronte le meurtrier de Rossini, Tell se bat directement contre le sauveur et parvient à briser son épée. Cependant, des soldats ennemis apparaissent pour aider le sauveur, lui donnant l'opportunité de s'échapper. Tell est entouré d'ennemis et n'a aucun moyen de sortir, mais Rebecca apparaît de manière inattendue et attrape le sauveur pour l'arrêter. Même si Tell lui demande de lâcher prise, elle ne le fait pas et en réponse, Salvador poignarde Rebecca avec un poignard caché. Furieux, Tell défait les soldats qui l'entourent et charge le sauveur, qui tente de fuir mais est tué près de la tombe du père de Tell. Leur chef étant mort, les soldats ennemis se retirent. Tell court aux côtés de Rebecca, mais elle meurt dans ses bras, le laissant dévasté. L'impact de la bataille se propage rapidement dans toute Sistina et plusieurs révoltes commencent à émerger. Rossini et ses fils se réunissent pour discuter de la situation. Ils se rendent compte que la situation va empirer s'ils n'agissent pas rapidement. Rossini ordonne alors à ses fils de rassembler 5000 soldats pour écraser immédiatement la révolution car il ne veut pas perdre un autre fils par manque de préparation. Le fils aîné de Rossini accepte la tâche de réprimer la rébellion et de venger le sauveur. Il quitte la pièce déterminée et Rossini, toujours consumé par la rage, promet de ruiner la vie de Tell pour avoir tué son fils. Pendant ce temps, l'assassin qui a travaillé pour le sauveur continue de rôder, déterminé à se venger d'Irving. Yana retrouve le tueur et découvre sa mission. Elle commente que traquer Irving seul sera compliqué puisque les jumeaux loup-garou sont toujours là et Yana a quelques idées. Elle assure à l'assassin qu'elle peut attirer les jumeaux, lui permettant ainsi d'affronter Irving sans interférence. Yana, de plus, est désireuse d'éliminer les loups-garous et après cela, elle veut également en finir avec Tell et Siluca qui la dégoûtent profondément. Pendant ce temps, le nombre de personnes sous le commandement de Tell augmente rapidement et Ishla entraîne de nouvelles recrues à se battre correctement. Tell est encouragé de voir tant de gens se soulever contre le régime de Rossini et partage ses projets de construire un château dans son village à l'avenir afin que chacun puisse régner en paix. Siluca lui rappelle qu'il est encore
encore trop tôt pour y penser, mais elle est interrompue quand Irving l'avertit que le deuxième fils de Rossini marche vers eux avec une énorme armée. Tell organise rapidement ses troupes et mène son armée à la rencontre des ennemis. Sur le champ de bataille, Irving et les jumeaux loups-garous repèrent leurs ennemis mortels respectifs. Ils informent Siluka qu'ils doivent partir pour s'occuper d'eux immédiatement et elle souhaite qu'ils prennent soin d'eux avant de partir. Irving affronte l'assassin dans un combat acharné. L'ennemi est tout aussi habile que lui et utilise des couteaux empoisonnés, ce qui désavantage Irving. Malgré tout, il parvient à bloquer les attaques tout en enduisant sa propre lame de poison. Le combat continue intensément comme si les deux étaient des ninjas jusqu'à ce qu'Irving lance un coup décisif. L'assassin perd l'équilibre et Irving porte le coup final. Cependant, il est également frappé par un couteau empoisonné et s'effondre. Pendant ce temps, les jumeaux loups-garous affrontent Yana qui a invoqué un puissant démon pour les combattre. Les jumeaux attaquent le démon mais sont incapables de briser sa barrière magique. Le démon contre-attaque, les entourant d'un cercle de feu de l'enfer. N'ayant pas d'autre alternative, les jumeaux décident d'utiliser une attaque combinée, se transformant en loup. Ils sautent par-dessus la barrière, se lancent dans le ciel et attaquent directement Yana. Elle esquive le premier coup mais est touchée dans le dos par le second, la forçant à reculer. Lorsque Yana s'enfuit, le démon disparaît et les jumeaux courent à la recherche d'Irving qu'ils trouvent inconscient. Ils réalisent qu'il a été empoisonné et craignent pour sa vie. Mais Priscilla, qui arrive sur les lieux à ce moment-là, dit qu'elle ne permettra pas qu'il meure là. Puis, utilisant le pouvoir de son emblème, elle guérit Irving, lui sauvant la vie. De retour sur le champ de bataille, Tell observe le chef des forces ennemies, qui dans ce cas est le deuxième fils de Rossini, et motive ses soldats en déclarant que s'ils battent le chef, le pouvoir de Rossini commencera à s'estomper. Il lève son drapeau et bénit ses alliés de sa protection, tandis que Rossini Jr. utilise le pouvoir maudit de ses armoiries pour renforcer ses troupes. Et ainsi la bataille commence. Tell affronte directement Rossini Jr. réussissant à renverser son cheval avec une attaque stratégique. Rossini Jr. avance contre lui, mais Tell maintient sa défense ferme. Dans le duel, Tell sort vainqueur, blessant son ennemi et le faisant tomber au sol. Des soldats arrivent pour l'aider, mais il parvient à les renverser facilement. Rossini Jr. se lève et l'attaque, mais Tell le désarme puis le tue, mettant ainsi fin au combat. Les soldats de Tell célèbrent la victoire et ils demandent à Siluka de faire se rendre les soldats ennemis survivants. À ce moment-là, Yana descend du ciel vers eux, dans le but de tuer Tell dans un attentat suicide. Elle lance son attaque la plus puissante sur lui, mais Siluka réagit rapidement et contre-attaque avec son sort le plus puissant. Les attaques des deux s'annulent dans le ciel et Yana tombe au sol, étant capturée dans le processus. La nouvelle de la mort de son fils parvient à Rossini, qui se rend compte qu'il a déjà perdu la bataille. Il est prêt à se rendre à Tell, mais veut que son fils restant, Giosel, survive à tout prix. Giosel affirme qu'il négociera avec Tell et qu'il tentera de prouver qu'il sera utile à lui et aux habitants de Sistina. Quelque temps plus tard, Tell arrive enfin au château avec ses soldats et Giosel sort pour les accueillir. Giosel affirme qu'il se rendra si la vie des personnes qui le servent est épargnée. Tell accepte, mais dit que lui et son père mourront et que toutes les richesses accumulées par leur famille et leurs alliés seront confisquées. Giosel tente de le convaincre de le laisser vivre, affirmant qu'il peut aider à gouverner Sistina. Mais Tell refuse de le laisser vivre pour cette raison. Finalement, il décide de le garder en vie pour éviter les représailles des personnes fidèles à la famille Rossini. Giosel accepte la condition et jure fidélité à Tell, ce qui ravit à la fois le peuple et Siluka. Plus tard, Siluka interroge Yana pour comprendre ses motivations. Elle croit que Yana est celle qui a invoqué le seigneur démon lors de la tragédie du grand mariage, mais elle sait aussi qu'elle n'est pas assez forte pour le faire seule. Yana refuse de répondre et attaque plutôt Siluka. Peu de temps après, un envoyé de l'académie de magie arrive au château de Tell, déclarant que Yana était le véritable coupable de la tragédie du grand mariage. Ils veulent l'exécuter, mais Siluka pense que quelque chose ne va pas car il n'y a pas eu de temps pour une enquête complète. L'envoyé félicite Tell pour avoir pris le contrôle de Sistina et l'informe que l'académie de magie le reconnaît comme un nouveau seigneur. En récompense, il reçoit également de généreux avantages pour la capture de la sorcière noire. Après cela, l'exécution de Yana est préparée. Elle est attachée à un poteau et les gardes y mettent le feu. Mais elle se contente de rire en criant que tout le monde l'a utilisée et l'a jetée lorsqu'il n'avait plus besoin d'elle. Elle déclare qu'elle ne mourra pas si facilement et sacrifie sa propre vie pour invoquer le seigneur démon. Le chaos commence à se former autour d'elle et bientôt le seigneur démon responsable de la tragédie du grand mariage apparaît. Yana se moque de tout le monde en disant qu'ils sont condamnés, mais à la surprise générale, le démon la renverse. Tout le monde est choqué et pendant ce temps, Siluka remarque que l'envoyé de l'académie sourit en voyant la sorcière mourir. Peu de temps après, le seigneur démon disparaît et l'énergie autour de lui se dissipe. Pendant ce temps, sur le continent, Mirza reçoit la nouvelle que Tell est devenu le seigneur reconnu de Sistina. Le Mirza ne montre d'abord aucun intérêt, mais le magicien qui l'informe dit que Tell est très populaire parmi le peuple et que son succès pourrait renforcer la rébellion des nobles et des indépendants. Le magicien est interrompu par un soldat qui accourt pour informer le Mirza que des nobles ont attaqué l'une de ses forteresses. Furieux, le Mirza découvre que la forteresse a été détruite par une armée composée principalement de roturies. Le sorcier prétend qu'il ne s'agit plus d'une révolte, mais d'une guerre et qu'ils doivent y mettre fin rapidement. Le Mirza, toujours confus quant aux raisons de la rébellion des civils, accepte la suggestion du sorcier d'attaquer d'abord les villages des sorcières blanches, puis les loups-garous, et enfin les nobles et les indépendants qui mènent la rébellion. Il met son plan à exécution et brûle le village des sorcières. Il force les loups-garous à fuir et vainc les nobles. Et confiant que personne ne peut désormais lui résister, le Mirza ignore les avertissements du sorcier à propos du Tell, ce qui pourrait très bien retourner la situation contre eux. Pendant qu'ils discutent, Tell est déjà de retour sur le continent et Siluka
Silukha découvre les atrocités commises par Mirza contre le peuple et prévient qu'il sera l'ennemi le plus difficile à vaincre. Et Tel répond que le vaincre est crucial pour leur avenir. Il rencontre Lask et d'autres alliés qui le félicitent d'avoir conquis Sistina. Lask reconnaît l'importance de Tel et souligne qu'il est encore temps pour lui de devenir le chef de ses forces. Lors de la réunion des membres du traité, le Tel demande une minute de silence pour les vies perdues à cause du Mirza. Après cela, il accepte la responsabilité des décès survenus à Sistina et se porte volontaire pour affronter Mirza au combat et le vaincre. Tel prétend qu'il ne peut pas le faire seul et demande aux nobles de le laisser les diriger cette fois-ci. Il demande l'approbation du frère cadet du village et celui-ci lui donne sa permission. Avec cela, Lask déclare Tel comme son chef pour la bataille à venir. Pendant ce temps, Lady Marine accueille quelques personnes pour prendre le thé. Mirza la félicite pour avoir conquis les territoires et peu de temps après, ils entament une discussion sur la bonne façon de gouverner le peuple rebelle et Marine dit à chacun de suivre ses méthodes sur son propre territoire. Elle explique ensuite l'état actuel de sa conquête, affirmant qu'elle a de bonnes chances de vaincre l'Union une fois pour toutes, mais qu'elle est toujours inquiète du retour de Tel. Tout le monde sait que Tel a l'intention de les poursuivre et il prévoit de s'occuper de lui quand cela arrivera. Et Marine les prévient de ne pas sous-estimer Tel et leur propose son aide si besoin. À ce moment-là, un subordonné arrive et informe que Tel a déclaré qu'il reprendrait d'abord Mirkoun. Mirza devient furieux en entendant cela et décide de le confronter. Le marine l'avertit une fois de plus de ne pas être indulgent avec son adversaire. D'autre part, Tel a rencontré les loups-garous et les sorcières pour discuter de leur stratégie. Il veut combattre Mirza dans la forêt dense en raison de l'avantage du terrain. Et Silukha commente que la partie difficile viendra plus tard quand ils devront conquérir le château. Elle déclare qu'ils ont besoin d'un grand nombre de soldats pour cela et que Lask travaille pour y parvenir. Et Jyozel est aussi avec eux et les informe de la rébellion dans les régions menées par les Mirza. Et la princesse viking, elle, a entendu parler d'une révolte d'esclaves là-bas et veut demander leur coopération. Tel autorise et commence à travailler sur la préparation de la bataille. Pendant ce temps, Mirza est furieux que la région forestière lui ait été retirée et décide de l'envahir immédiatement. Son sorcier lui demande de ne pas être si pressé et d'attendre que Tel quitte la forêt car le combattre dans la forêt serait une grosse erreur. Mais Mirza n'aime pas le fait que son magicien agisse comme un lâche et le fait taire avant d'ordonner que son armée se rassemble car il va conquérir à nouveau la forêt. Il est déterminé à vaincre Tel et à lui faire regretter de l'avoir combattu. La guerre éclate bientôt dans la forêt et les loups-garous profitent de l'épée brouillard pour tendre une embuscade aux soldats ennemis et les vaincre un par un. Les sorcières blanches attaquent également les ennemis avec une brume empoisonnée, tuant plusieurs d'entre eux à la fois. L'armée de Tel fait également face aux ennemis, mais lorsque Mirza apparaît, le capitaine ordonne aux soldats de battre en retraite. Il perd son œil, puis la vie en essayant d'affronter les Mirza, mais ses soldats s'échappent sains et saufs dans la forêt. Le Mirza décide de ne pas les poursuivre et se dirige droit vers le château de Tel. Mais des vignes épineuses lui barrent la route et le séparent de son armée. Malgré cela, il continue d'avancer et atteint bientôt le château avec seulement quelques-uns de ses soldats. Il défie Tel en duel, mais il lui dit d'accepter la défaite et de rentrer chez lui. Mirza le maudit, mais il part quand même, et Silukha pense qu'il reviendra avec plus de force la prochaine fois. Et cela est sur le point d'arriver car Mirza ne s'est pas encore remis de la grande défaite qu'il a subie. Son sorcier dit que Tel sortira bientôt de la forêt et l'attaquera, et Mirza dit qu'il le tuera immédiatement. Le sorcier lui suggère d'envoyer son armée au sud pour combattre la Sikh pendant un certain temps car cela fera apparaître Tel et ils pourront alors le combattre. Mirza aime l'idée et lui dit de commencer à s'y préparer immédiatement. Silukha reçoit un message indiquant que l'armée de Mirza se dirige vers le sud pour affronter la Sikh et dit à Tel qu'il s'agit d'un piège. Silukha estime que pour l'instant, ils doivent continuer sur le même chemin et rassemble une armée de civils pour combattre. Cependant, Tel n'aime pas l'idée de demander aux civils de se battre pour lui. Silukha le confronte et lui dit que les gens sont plus que disposés à mourir pour lui, ce qui lui remonte le moral. Le Tel déclare qu'ils se dirigeront vers le château de Mirza en force et le prendront pendant son absence. Silukha contacte ses collègues mages et les informe de leur plan avant de leur demander de gagner du temps pour capturer le château. Le jeune frère sorcier du village a un plan et demande à Silukha de tout lui laisser. Alors que Mirza se dirige vers le sud, il reçoit la nouvelle selon laquelle le frère cadet du villageois a abandonné son château et a même laissé son sorcier derrière lui. Il pense que c'est parce que les nobles n'ont pas encore accepté Tel comme un allié fiable et il veut prendre le château avant de traiter avec la Sikh. Il ordonne à son sorcier de conquérir le château le plus rapidement possible et laisse une partie de son armée pour le protéger. Après cela, alors qu'il continue son voyage, Mirza découvre que le Tel l'a trompé et a rassemblé une grande armée pour l'affronter. Il devient furieux et désespéré de le vaincre, mais son sorcier lui conseille de ne pas le faire car ils sont beaucoup plus nombreux. Mirza est très en colère de devoir fuir à nouveau et pointe même son poignard sur son magicien. Mais à la fin, il finit par accepter son conseil et se retire dans son château. Là, il attend l'arrivée de ses alliés pour l'aider à combattre l'armée de Tel, mais il découvre que les marines arrivent pour les aider avec seulement 3000 soldats et qu'ils n'ont aucune nouvelle des Vikings. En voyant la forteresse temporaire et la vaste armée devant lui, Mirza sent que c'est peut-être le moment où il va enfin goûter à la défaite, mais il n'est pas prêt à tomber sans se battre. Cependant, de nouvelles continuent de s'accumuler devant lui et la Sikh arrive également au château avec son armée. Mirza décide qu'il ne peut pas attendre l'arrivée de la marine et part combattre les ennemis. Son sorcier le supplie d'arrêter, lui disant que ce serait pratiquement un suicide de combattre seul cette immense armée. Cette fois, Mirza refuse son conseil, disant qu'il ne peut pas laisser les marines s'impliquer dans cette guerre car s'ils perdent également, les forces de l'Alliance seront condamnées. Il remercie le sorcier de l'avoir
aidé dans ses batailles précédentes et déclare que tel est un véritable visionnaire qui a réalisé que le véritable pouvoir réside entre les mains du peuple. Cependant, Mirza n'est pas encore prêt à accepter cela et déclare qu'il se battra pour ses idéaux jusqu'à la mort et son magicien décide de le suivre. Il arrive avec son armée et tel reçoit le signal que la bataille est sur le point de commencer. Le Mirza ignore la forteresse temporaire devant lui et se dirige directement vers la base du tel. La moitié de l'armée de Mirza traverse la forteresse et un capitaine du côté tel ferme la porte et engage les soldats restants dans la bataille. Le Mirza est furieux mais il mène toujours ses soldats restants et traverse les lignes ennemies. Il est sur le point d'entrer en collision avec l'armée de Lassik mais décide de changer de direction au dernier moment pour attaquer tel. Lassik n'est pas content de cela et décide de poursuivre Mirza. Pendant ce temps, l'armée de Mirza s'approche rapidement de tel qui décide d'envoyer les civils loin du champ de bataille car il ne veut pas qu'ils meurent. Il dit à tout le monde de battre en retraite car ils ne sont pas de taille face à l'armée de Mirza mais les civils ne veulent pas faire ça. Ils veulent se venger de l'homme qui a tué tant d'entre eux et il demande à tel de leur donner sa protection et de les mener au combat. Il est ému par leur détermination et crée son drapeau géant pour assurer sa protection aux soldats. Bientôt le Mirza brise la palissade qui lui barre la route et ouvre la voie vers le tel. Ses soldats le suivent mais sont obligés de battre en retraite à cause de la pluie de flèches qui arrive dans leur direction. Mirza continue de dévier les flèches tout en recherchant tel mais Siluka le force à s'arrêter en l'attaquant avec un éclair. Immédiatement après cela, Ishla saute sur lui avec un coup puissant et Mirza le bloque d'une manière ou d'une autre. Les jumeaux loup-garou l'attaquent ensuite mais il parvient à repousser Ishla et à vaincre les jumeaux d'une seule attaque. C'est alors au tour d'Irving de l'assassiner silencieusement mais Mirza interrompt son attaque et le fait rouler au sol. Et pendant qu'il était distrait par cela, Siluka utilise une boule de feu géante pour le tuer mais Mirza survit d'une manière ou d'une autre à l'attaque de Siluka. Il l'attaque mais tel arrive pour sauver sa fille au dernier moment. Mirza le défie dans un combat en tête-à-tête et tel accepte le défi au grand désespoir de Siluka et de ses alliés. Elle lui dit qu'il ne peut pas participer à un duel comme celui-ci car il porte l'avenir du continent sur ses épaules. Elle a peur qu'il meure mais comme il dit qu'il ne peut pas abandonner ce combat, elle lui demande au moins de gagner. Tel la serre dans ses bras et lui demande de lui faire confiance puis se dirige vers Mirza. Tous deux en chantant leurs armes à l'aide de leurs emblèmes et tout le champ de bataille s'arrête pour regarder leur chef se battre. Mirza l'attaque en premier et tel suit sa stratégie consistant d'abord à bloquer les attaques puis à contre-attaquer au bon moment. Mirza esquive son attaque et tente de porter un coup fatal mais tel le bloque à l'aide de son bouclier. Mirza continue de l'attaquer et tel reçoit quelques petites coupures tout en continuant à bloquer toutes les attaques. Le Mirza continue de le maudire pendant qu'ils se battent et il est bientôt à bout de souffle. Tel lui dit qu'il est devenu beaucoup plus faible depuis la dernière fois qu'ils se sont battus et commande qu'il semble déjà être à sa limite. Le Mirza devient furieux en entendant cela et l'attaque imprudemment, épuisant encore plus son endurance. Il perd l'équilibre après quelques coups et tel fait remarquer que son armée s'est déjà rendue mais Mirza refuse de mourir si facilement et attaque à nouveau tel qui parvient à le désarmer et à le mettre à genoux. Le tel s'approche de lui et lui demande de lui remettre ses armoiries mais le Mirza choisit de mourir. Puis tel le poignarde dans la poitrine et l'achève. Le magicien de Mirza ne peut pas supporter le fait que son seigneur soit mort. Alors il se suicide pour suivre leurs traces. Après cela, la crête de Mirza se brise et se transforme en une sphère d'énergie du chaos. Et avec l'approbation de ses alliés, tel l'absorbe et son blason évolue. Tel déclare qu'ils ont réussi à venger la mort de Vila et observe une minute de silence pour leur ancien chef. Siluka court vers lui et le serre dans ses bras, exprimant à quel point elle est soulagée qu'il ait gagné. Elle lui demande de ne plus jamais faire ça et tel lui assure qu'il ne le fera pas car il n'y a personne qu'il veuille vaincre personnellement en ce moment. Avec cela, les nuages au-dessus d'eux se dispersent et tel est occupé à célébrer la victoire avec ses alliés. Pendant ce temps, Marine apprend que Mirza est mort héroïquement en combattant tel. Elle est bouleversée d'avoir perdu son plus puissant allié et exige avec colère de savoir pourquoi il n'a pas pu les attendre. Le sorcier du Marine lui dit que Mirza s'est rendu compte qu'il était inutile d'attendre des renforts et qu'il ne voulait pas que le Marine soit en danger. Elle accepte sa défaite dans cette bataille et décide de retourner immédiatement sur son territoire avant que tel et ses alliés ne l'attaquent. D'autre part, tel et ses alliés arrivent au château qu'ils ont pris à Mirza et rendent hommage à Vila. Après cela, Lasque s'agenouille devant tel et propose de redevenir son subordonné, lui remettant son blason. Tel demande aux nobles s'il y a des objections, mais ils l'ont tous déjà accepté comme chef et une reine propose même de devenir également sa subordonnée. Même le frère de Villar veut devenir le subordonné de tel, ce qui surprend tout le monde. Tel accepte avec joie la proposition de tout le monde et Siluka le déclare chef officiel du traité et tout le monde l'applaudit alors qu'il monte sur le trône. Tel déclare alors qu'il s'efforcera de perpétuer l'héritage de Villar et de garantir que la paix éternelle règne sur le continent. Ils annoncent qu'ils maintiendront une position neutre et feront sécession de l'Union pour se réconcilier avec l'Alliance. Lasque et les autres ne pensent pas que ce soit une bonne idée car cela pourrait conduire à un déséquilibre des pouvoirs car l'Union devient trop faible et l'Alliance gagne un avantage. Tel répond qu'ils soutiennent toujours l'Union alors qu'ils tentent de mettre fin à la bataille avec l'Alliance pour créer un bon équilibre. Ils déclarent que leur avenir dépend désormais de l'Union et qu'ils doivent faire en sorte que tout le monde coopère. Tel annonce alors qu'ils peuvent laisser ces choses inconfortables pour demain car aujourd'hui est le jour pour célébrer la victoire. Il organise la fête la plus animée que l'on ait vue depuis des années et tout le monde s'amuse bien. Lorsque la fête se termine, il est déjà tard dans la nuit et Siluka se dirige vers sa chambre et trouve Tel qui l'attend. Tel veut parler de quelque chose d'important et l'inviter dans sa chambre. Elle lui sert du thé et le félicite d'être devenu le chef du traité.
Elle affirme que tous les nobles l'ont accepté comme leur chef et que le peuple le respecte plus que jamais. Soudain, Tell souffre du syndrome de l'imposteur et se sent indigne de l'amour et du respect qu'il reçoit. Il se sent toujours responsable de la mort de milliers de soldats et de civils et promet de veiller à ce que de telles tragédies ne se reproduisent plus. Tell déclare que son objectif ultime reste le même, à savoir retourner dans son pays natal et le gouverner pacifiquement. Cependant, il y a un léger changement dans les plans car il veut maintenant que Siluka reste avec lui aussi. Elle répond qu'elle lui est éternellement fidèle et qu'elle le servira toute sa vie. Et Tell se rend compte qu'il n'est pas capable de la convaincre. Il la serre dans ses bras et lui dit qu'elle est à ses côtés, non pas en tant qu'assistante salariée, mais en tant qu'épouse. Siluka est émue et commence à pleurer lorsqu'elle accepte la proposition. Elle dit qu'ils doivent garder leur relation secrète jusqu'à ce que tout soit résolu, puis le serre dans ses bras, lui demandant de ne pas mourir dans ses prochaines batailles. Bientôt, Tell et Siluka rendent visite à Priscilla, qui leur dit que le pape a déclaré qu'il était le propriétaire du Saint Graal. Siluka croit que Priscilla est la véritable propriétaire du Saint Graal, car c'est la forme de son blason. Priscilla dit cela, et Tell demande aux filles d'expliquer ce qu'est le Saint Graal. Siluka explique que l'Église affirme que si toutes les armoiries du monde sont unies au Saint Graal, elles pourront invoquer un dieu qui détruira le chaos une fois pour toutes, ce qui est fondamentalement la même chose que les armoiries de l'empereur. Siluka croit que, puisque Priscilla est la véritable propriétaire du Saint Graal, le pape, qui n'a pas ce pouvoir, pourrait tenter de l'attaquer. Et elle met également en garde Tell, car le pape pourrait aussi s'en prendre à son blason. Tell répond que s'il peut sauver le monde en renonçant à ses armoiries, il le fera avec plaisir. Et plus tard dans la journée, ils reçoivent la nouvelle que le meilleur ami de Wheeler et l'un des nobles les plus forts de l'Union est mort pendant la guerre contre Marine. Siluka a reçu l'information selon laquelle le nouveau chef de l'Union, nommé Dawson, l'a trahi et saboté son armée avant de changer de camp pour l'Alliance. Elle prétend que le traître tente de rallier les nobles de l'Alliance à ses côtés, mais n'y est pas encore parvenu. Tell est troublée d'entendre cela et craint que l'Union soit sur le point d'être détruite à ce moment-là. Siluka lui dit qu'elle a une idée qui pourrait changer les choses et dit qu'il devrait aller parler à Alexis. Tell doute qu'ils seront les bienvenus après avoir quitté l'Union, mais Siluka fait confiance à Alexis et dit qu'il sera probablement disposé à leur parler. Ils prennent ensuite un bateau et arrivent sur le territoire d'Alexis. Tell voit des navires de guerre gigantesques dans le port et Siluka lui dit que ces navires sont si lents qu'ils sont inutiles dans une guerre et c'est pourquoi ils sont appelés navires de paix. Alors qu'ils admirent les navires, Irving arrive pour dire qu'Alexis veut les rencontrer immédiatement. Ils se rendent dans une pièce bizarre et Alexis continue joyeusement d'être la même personne qui charme tout le monde autour de lui. Il se dit ravi des récents succès de Tell, mais il est déçu que Tell et ses alliés se soient séparés de l'Union et réclame son retour, proposant même de prendre la tête de l'Union. Tell refuse car il veut servir de médiateur entre l'Union et l'Alliance, mais Alexis pense qu'ils ne parviendront jamais à s'entendre à nouveau. Alexis pense que si Tell n'avait pas été si déterminé à négocier pacifiquement avec l'Alliance, il n'aurait pas perdu Villa et les autres nobles. Tell le console en lui disant que s'il avait décidé de partir à la guerre, il aurait perdu les maris. Alexis se lamente, disant que Marine est toujours la personne la plus importante pour lui et c'est pourquoi il a essayé de parvenir à la paix. Mais Marine était différente de lui et au lieu de cela, elle est partie en guerre contre lui. Siluka lui dit que Marine veut simplement créer les armoiries de l'empereur en conquérant le continent et Alexis commente qu'il pourrait former ses armoiries s'il se mariait simplement et Siluka répond qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'il se marie et qu'ils sont derrière la grande tragédie du mariage. Tell déclare qu'il veut annuler la tragédie et ramener le monde à l'époque où l'Alliance et l'Union étaient sur le point de ne faire qu'une. Alexis pense que c'est impossible maintenant et Siluka le confronte, disant qu'ils ont juste besoin de trouver un équilibre entre l'Union, l'Alliance et le traité pour que cela se produise. Elle dit à Alexis que la plupart des nobles de l'Union n'ont pas encore vu la guerre, donc leurs armées sont encore totalement intactes. Alors que les armées de l'Alliance sous le commandement des marines subissent de lourdes pertes, elle l'exhorte à se lever et à renverser la situation, mais Alexis est un lâche qui n'a pas le courage de le faire. Tell dit qu'il doit faire cela pour sauver Marine, qu'il aime toujours. Il croit que même si elle conquiert le continent et crée le blason de l'empereur, elle ne pourra jamais atteindre le bonheur sans l'homme qu'elle aime. Alexis n'arrive pas à croire que Marine l'aime encore, et Tell lui assure que c'est le cas. Il demande à Alexis de se rappeler comment lui et Marine ont promis de se marier. Soudain, Alexis redevient un vrai homme, ramasse son épée et s'éloigne. Tout le monde est choqué de voir le garçon avec une arme à feu, et il dit à son sorcier qu'il est sur le point d'attaquer le traître Dawson. La sorcière n'y croit pas, mais ordonne que l'armée soit immédiatement rassemblée. Lorsque la nouvelle qu'Alexis va passer à l'action parvient aux soldats, ils sont vraiment impatients d'entrer dans le combat. Pendant ce temps, Dawson profite de sa vie après avoir rejoint l'Alliance et pense que personne ne peut le vaincre désormais. Il prétend que le syndicat est plein d'idiots et de faibles. Quand soudain un soldat entre dans sa chambre pour lui dire qu'Alexis mène une armée gigantesque vers leur château. Il a la plus grande peur de sa vie lorsqu'il regarde par la fenêtre et voit l'armée presque à sa porte. Et ce n'est pas seulement Alexis, mais tous les nobles de l'Union se sont alliés et sont venus s'occuper du traître. En voyant une armée aussi nombreuse, l'homme se fait dessus et contacte le marine pour le sauver. Mais elle prétexte que son armée est occupée à lutter contre le traité et qu'elle ne peut pas se permettre de leur venir en aide. Au lieu de cela, elle lui demande de prouver sa valeur et de vaincre ses ennemis seuls pour être accepté par les autres membres de l'Alliance. L'homme se rend compte qu'il est piégé dans son trou et envoie son sorcier demander à Alexis de le ramener à l'Union. Cependant, Alexis refuse de laisser partir le rat et déclare que si Dawson ne lui remet pas ses armoiries et ses terres, il le laissera vivre. Il est furieux en recevant le message et décide de partir en guerre contre les forces de l'Union. Il motive son armée et les mercenaires qui travaillent pour lui en leur promettant de grandes récompenses en cas de victoire.
victoire. Quand Alexis voit l'armée d'Huanson avancer vers lui, il soupire car il veut toujours que les choses se terminent sans effusion de sang. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Il agite ensuite ses armoiries pour protéger ses troupes alors qu'il les envoie au combat. Il ordonne à la cavalerie d'encercler les troupes ennemies et de les presser afin que les archers puissent les atteindre facilement. Sa stratégie consistant à encercler et à achever les ennemis est super efficace. Alors que Huanson regarde le champ de bataille, il réalise la force écrasante de l'armée d'Alexis et accepte finalement la défaite. Bientôt, la nouvelle de sa défaite parvient à Marine et elle s'en moque. Elle demande qui dirigeait les forces de l'Union et reste sans voix lorsqu'elle apprend que c'était Alexis qui dirigeait son armée avec beaucoup de talent. Le Marine n'arrive pas à croire qu'il a rejoint la bataille et ordonne à ses alliés de ne pas le sous-estimer simplement parce qu'il n'a pas l'air d'un combattant. Elle court dans sa chambre et se jette sur le lit, se demandant pourquoi Alexis a dû entrer sur le champ de bataille. Elle est inquiète et ne veut pas qu'il soit entraîné dans la guerre sanglante qui est sur le point de se produire. Peu de temps après, Alexis dirige la marine pour combattre les Vikings qui font partie de l'Alliance. Il emmène avec lui des navires géants, lents, recouverts de fer. Et dès qu'il voit l'ennemi, il ordonne à ses hommes de s'arrêter et de former une formation circulaire. Le roi viking ordonne à ses hommes de courir vers Alexis à toute vitesse. Il remarque l'étrange formation et décide d'encercler la flotte ennemie et d'attaquer de toutes les directions. Il utilise son blason et donne sa bénédiction à ses soldats, les rendant furieux. Alexis ordonne à ses hommes de monter dans des bateaux plus petits et d'attendre l'approche des Vikings. Et au moment où les Vikings commencent à se disperser, il donne l'ordre d'avancer et accorde sa protection à ses soldats. Les soldats sur leur bateau tirent des flèches sur les Vikings en colère et ne s'arrêtent pas même après avoir été touchés par eux. Alexis ordonne alors à son gigantesque navire de guerre de lancer l'attaque. Alors que ces attaques enfoncent les ennemis, certains Vikings parviennent à s'approcher et tentent de grimper sur lui. Mais les soldats les poignardent et les renvoient à la mer. Et la bataille continue ainsi. À la tombée de la nuit, les Vikings avaient perdu la moitié de leur navire, tandis qu'Alexis n'avait encore subi aucune perte. Le roi des Vikings est furieux d'être sur le point d'être vaincu. Et malgré les conseils de ses généraux qui lui conseillent de battre en retraite, il déclare qu'il se battra comme un homme et mourra sur le champ de bataille. Et il utilise toute la puissance de sa crête pour entrer en mode bête avec le reste de ses soldats. Il avance vers Alexis et monte à bord d'un de ses navires, tuant tous les soldats présents à bord. Les simples soldats ne sont pas de taille face à lui et à ses Vikings en colère. Et le roi se dirige bientôt vers le navire principal pour affronter l'Alexis. Les archers l'entourent et l'attaquent de tous côtés. Il riposte en ignorant tous les dommages qu'il a subis. Et il continue de marcher vers Alexis tout en coupant les soldats. Mais ensuite, ils l'ont frappé avec un énorme harpon, lui infligeant des dégâts critiques. Mais même cela ne suffit pas à la défaite absolue de cet homme. Il sort le harpon de son coffre et marche vers son ennemi. Maintenant, tous les soldats sont terrifiés à l'idée de l'attaquer. Et Alexis se met à pleurer en voyant son état déplorable. Les soldats encerclent Alexis et attaquent à nouveau le roi viking. Mais il les repousse simplement. Le mage avec Alexis s'approche enfin et lance des couteaux empoisonnés sur le viking pour le neutraliser. Et profitant de cette occasion, un soldat décapite le roi. Mais il continue d'avancer jusqu'à ce qu'il tombe finalement. Et le sang qui jaillit de son corps inonde le navire. Et Alexis a les genoux qui faiblissent devant cette horrible vision. Et ses sorciers le soutiennent, tandis que les armoiries du roi sont brisées. Et toute votre énergie chaotique commence à s'accumuler. Il s'avance et la prend dans lui. Peu de temps après, Siluka rend visite à la marine. Pour vous dire qu'après la défaite du roi viking, les trois forces, l'Alliance, l'Union et le traité sont sur un pied d'égalité. Elle veut créer une trêve entre l'Alliance et l'Union. Mais le marine refuse son offre. Elle affirme que l'Alliance est encore plus forte. Et qu'elle est prête à affronter tout le monde à sa manière. Siluka accepte votre décision. Mais il prévient néanmoins que se battre entre eux n'est pas une attitude sage. Parce que c'est ce que veut le véritable ennemi. Le marine lui demande de quoi elle parle. Et Siluka lui dit que l'Académie des sorciers est probablement la racine de tous les maux. Elle n'a aucune preuve, mais elle croit que ce sont eux qui ont invoqué le diable lors de la tragédie du grand mariage. Le marine dit qu'ils découvriront la vérité une fois la bataille terminée. Et quand Siluka commence à partir, elle demande ce qu'ils ont dit à Alexis pour le faire rejoindre la bataille. Siluka répond qu'Alexis veut l'empêcher de suivre le chemin de la violence. Parce que cela ne fera que vous faire du mal à la fin. La marine s'irrite lorsqu'elle entend cela. Et il déclare qu'il ne s'arrêtera pas après avoir fait tant de sacrifices. Et Siluka répond que Théo et Alexis sont tous deux prêts à l'arrêter. Et aussi d'accepter vos excuses et une future alliance. Cependant, la marine ne veut pas la paix. Et ordonne à chacun de s'unir pour une guerre totale contre le traité et l'Union. Quand elle sort, elle commence à trembler de peur, anticipant la terrible guerre à venir. Pourtant, elle est déterminée à mener ces choses à bien.